Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours à l'aide de Djeli, d'écrivains, d'historiens, de journalistes. Je m'appelle Askia, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi vous méconnaissez votre histoire et vos origines et vous voulez savoir quel héritage culturel transmettre à vos enfants et aux générations futures, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Pour ce qui est du territoire malien, la langue française n'est plus la langue officielle, il me semble. Alors voilà, moi je savais pas, je sais pas s'ils l'ont officiellement annoncé Oui. comme tel. Mais Abdoulaye Diop précise qu'en fait, la langue française reste la langue de travail. Oui, Voilà, la langue de travail. oui, Et et François-Xavier Fauvel, qui est donc qui représente la chaire d'histoire d'Afrique au Collège de France, oui. a dit que au Mali, il y avait en tout cas sur les territoires africains, il y a près de 2000 langues. Mm. Près de 2000 langues. Et d'autres sources nous parlent de près de 71 langues rien que sur le territoire malien. Ah oui. Donc c'est pour dire la richesse. Mais tout à l'heure, tu nous parlais quand on parlait du choc des cultures, Oui. il y a différents termes lorsqu'on parle de ces confrontations. On a souvent parlé, on nous a souvent rabâché les termes d'assimilation, intégration, inclusion. Oui. Quelle est ta position? Tu nous en as un peu parlé, mais Oui. quel est le bon terme à adopter lorsque des personnes ont vocation à rejoindre une entité? Pour mes parents, c'était effectivement quand ils sont arrivés sur le sol, l'idée était d'intégrer une autre culture. Ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, intégration dans le sens premier du terme, hein. J'arrive, donc je regarde, le terme intégration est vraiment trop fort pour moi. C'est juste, j'arrive dans un nouveau monde et en fait, il faut que je m'adapte à un nouvel environnement. Au début, je pense que pour tout le monde, il y a une question d'adaptation. Ensuite, cette adaptation, on prend des choses. Ok, ça, mon père, c'est ce qu'il a fait. Ça me plaît. Ça me plaît moins bien. Donc, je vais plutôt garder ma culture un peu malienne sur ça. Mais ça me plaît. Et je prends que les gens puissent faire leur marché sans qu'on leur demande, sans qu'il y ait ce saut là qui soit au-dessus de leur tête et cette épée. Intégration et le plus fort, assimilation. L'assimilation, vous n'êtes plus ce que vous étiez, vous devenez complètement français. Et pour moi, quelle que soit la culture, quand j'entends des personnes qui changent leur prénom, parce que c'est plus facile dans la culture française, comme on n'a pas assez consonnes, on n'a pas assez voyelles. Donc si vous appelez votre prénom d'origine, c'était Thomas, vous savez, on a Thomas. Hein. Thomas, ça va très bien. Donc on peut changer de nom et vous appeler Thomas. Mais pour moi, ça c'est incompréhensible. Pour nous qui sommes nés sur le territoire français, les termes d'intégration et d'assimilation n'ont pas à avoir lieu. Nous n'avons pas à être intégrés, on n'a pas à être assimilés, on est français. Donc toutes les personnes qui viennent me voir et qui me parlent et qui me disent « Oui, mais toi, tu t'es bien intégrée. J'ai pas à être intégrée, je suis française. » L'intégration est pour ceux qui vont venir et qui ne viennent pas du territoire, mais si vous continuez à voir tous ces enfants qui sont français, qui sont nés en France. Certains, aujourd'hui, n'ont même pas mis le pied dans le pays d'origine de leurs parents. Ils sont pas allés au Mali, ils sont pas allés au Sénégal. Et vous continuez à leur dire « Ah oui, mais tu sais, il faut s'intégrer. » Il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours et dans la vision des choses. Vous ne pouvez pas dire à ces enfants qui sont français, vouloir qu'ils soient français, et continuer à leur dire « Oui, mais il faut que tu t'intègres. » Ou tu sais, chez toi, dans ton pays. Mais leur pays, c'est la France. Comment est-ce que vous voulez que ces gamins, en grandissant, ils aient une structure qui soit équilibré si à chaque fois les messages et ce qu'ils entendent, même si ça vient d'une bonne intention et que les gens ne se rendent pas compte, les messages qu'ils entendent leur font comprendre qu'ils ne sont pas vraiment français. Et je pense que c'est cette conscientisation. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas blanche qu'elle n'est pas française. Et ça, c'est au bout d'un moment, c'est quand même à eux de faire ce travail-là. Et ça passe aussi par l'école. Ça passe par le fait de dire aux gamins,
ton grand-père poilu, Jules, il a sans doute combattu avec le grand-père tirailleur sénégalais de Boubacar. Que dans l'histoire commune, ces gamins se sentent concernés par la même histoire et qu'on arrête de dire ou qu'on ne fasse pas suffisamment un éclairage sur ces destins communs. Dans les guerres, on a eu les deux générations, les deux types de profils, la France coloniale qui a combattu avec la France du territoire. Et il faudrait que dans les écoles, on puisse dire à ces gamins, je vous assure, ce serait super qu'on fasse une fresque avec le grand-père tirailleur sénégalais de Babacar et le grand-père poilu de Jules, parce qu'ils étaient sans doute dans les mêmes tranchées. Et là, les gamins, ils sentent qu'ils sont sur le même territoire. Et là, on leur montre que vous avez la même culture. On leur fait comprendre que, effectivement, les Trois Mousquetaires, écrits par Alexandre Dumas, mais Alexandre Dumas, c'était un carteron. Et ben, il était aussi un peu noir, et que ça a été un des plus grands auteurs français. Que ces gamins sachent d'où ils viennent et qu'on sente qu'il y ait vraiment une cohésion nationale. Mais ces discours-là, si on ne les entend pas, si ces gamins ne les entendent pas, on a ensuite des révoltes, on a ensuite des troubles, on a ensuite des gamins qui savent pas où ils sont et d'où ils viennent, mais parce qu'on n'a pas formé le terreau pour qu'ils l'entendent et qu'on a toujours des gens qui disent « Alors chez toi, comment ?» Ben non, chez moi, c'est ici. Et c'est ça qui ne va pas. Pour moi, c'est ça. Est-ce que dans le propos que tu viens de décrire, est-ce que ce n'est pas ça, justement, l'inclusion? Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire, on a une histoire commune qu'on doit tous regarder ensemble et on doit tous entendre exactement tous les éléments qui font qu'on fait peuple. Et faire peuple, c'est pas toujours parler la même langue au même moment, c'est se souvenir que cette histoire française, elle est composée de d'autres histoires du passé qui aujourd'hui font les enfants que nous avons, mais que ce soit les enfants qui viennent des provinces, soit les enfants qui viennent parce que leurs parents sont venus d'Afrique, mais eux, ils sont français à part entière. Et cette inclusion-là, pour moi, effectivement, c'est le terme, c'est nous sommes une France, on pourrait être une France tellement plus centrée, enfin pas centrée, mais tellement plus ensemble parce qu'on a tous une même mémoire collective. Et je pense qu'on n'a pas la même. Et on ne nous enseigne pas la même en fonction de nos différences physiques. Et ça, je trouve que c'est une terrible erreur. Alors qu'on a vraiment des endroits où ça pourrait se faire. L'école est l'un des premiers endroits où ça pourrait se faire. Si on avait ces discours que ces gamins entendent tous les jours, la rue, bien sûr, mais il faut faire une éducation. Mais c'est pas que les enfants qui doivent être éduqués, c'est ça. En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit être éduqué à cette façon de voir. Et là, on aura un peuple qui est inclusif. On aura un peuple qui est un peuple avec une histoire commune. Et ça manque. Et cette inclusion-là, pour l'instant, on est en train de la perdre, mais vraiment, dramatiquement. On va avoir des communautés qui vont se former. On parle de communautarisme, mais parce que personne n'arrive à se souvenir et à rappeler aux gens. Rappelons-nous tous d'où nous venons et faisons peuple. Mais faire peuple, c'est pas enlever son identité première des parents. C'est pas ça, faire peuple. Donc c'est ça qui est mal compris. Et bien sûr, les extrêmes s'engouffrent dans cette brèche parce qu'il y a personne qui est là pour colmater et il y a personne pour dire non. Attendez, on va dans n'importe quelle direction. Rappelons-nous, asseyons-nous et regardons l'histoire. Elle est comme ça. On est tous dedans. Il y en a pas qui sont à l'extérieur, d'autres qui sont venus, d'autres qui viennent profiter. Et voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a pas un discours qui inclut. Je m'arrête parce que moi après je m'envole très très vite et parce que ça me tue, c'est mon pays et ça me tue de voir qu'on se divise de plus en plus. Non mais moi dans le propos que tu tiens sur les raisons pour lesquelles le récit, en tout cas la mémoire collective n'est pas suffisamment abordée dans toutes ces sphères. Il y a l'un des doyens du Collège de France en 2019 a dit la chose suivante, parce que c'est en 2019 que le continent africain a eu une chaire. Collège de France. Le Collège de France existe depuis 1538, il me semble. Oui, on est vraiment des petits bébés. Mais c'est très récent que l'Afrique, en tant que territoire, en tant que continent plutôt, est arrivé sur la scène. Et il a dit la chose suivante. Peut-être que la raison de cette arrivée tardive est liée à ce justement dit passé colonial, ce tabou, cette situation qu'il est difficile de regarder. En tout cas, voilà, c'est un peu le sujet qu'on met un peu de côté et l'aborder dans les écoles, l'aborder sur la sphère publique.
Je sais pas si c'est un malaise ou quoi que ce soit, mais ceux qui sont censés regarder, comme tu disais tout à l'heure, regarder l'histoire en face, en tout cas, n'ont pas décidé de le faire sans complexe. Hein, en tout cas, c'est de la manière dont ça a été dépeint. Mais c'est vrai que c'est très tard, 2019, pour un continent, un territoire comme celui-là. Oui. Mais pour arriver, tout à l'heure, tu nous expliquais que toi, en ce qui te concerne, tu es parfaitement aligné sur ton identité. Alors félicitations, Mariam, félicitations à toi. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas tous arrivés à cette étape de maturité et d'assise identitaire. Et quand on n'en est pas à ce stade, ça peut créer des dérives, voire des freins. Et en ce qui te concerne, comment fait-on pour dépasser tout ça? Quand tous les éléments en présence ne le permettent pas. Comment fait-on pour dépasser les complexes et se libérer de tout ça? Ah mon Dieu, c'est une question philosophique. Nous avons 2 heures, Aska, pour y répondre. C'est une question très sincèrement. Moi, je pense que c'est passé par mon éducation. C'est parce que dans mon éducation, j'ai eu des parents centrés. Centrés, ça ne veut pas dire qu'ils ont aussi eu leur moment de réflexion parce qu'ils étaient en dehors de leur culture. Ils ont déjà dû apprendre, eux, à trouver leur place dans une culture qui n'était pas la leur, qui n'avait pas les mêmes codes. Ils ont fait un choix d'élever les enfants dans cette culture. Et donc, quand nous, on a grandi, on a vu qu'on avait, avec mes frères et sœurs, il y avait des choses qui étaient différentes chez nous que chez nos copains. Et je crois que nos parents ont toujours su nous donner des réponses, mais ils ont toujours su aussi nous montrer qu'ils étaient eux-mêmes en recherche. Et le fait de voir des parents qui sont eux-mêmes en recherche n'ont pas toujours toutes les réponses parce que les enfants vous challengent. Les enfants, ils arrivent avec une vision du monde qui est déjà un mélange, alors que vous arrivez en sachant, ok, moi de toute façon, il y a un côté chez moi qui est très malien, mon père il a un côté qui est très malien, il y a des choses qui ne bougent pas. Donc, je pense que j'ai été centrée parce que j'ai toujours eu l'impression, et même la conviction qu'on avait toujours le choix. On a le choix d'aller vers une direction, vers une autre, on a le choix de mélanger. On a le choix de rester sur une position et puis après d'en changer. On a le choix de rester sur une position et de jamais en bouger. Mais j'ai vu mes parents faire ces choix-là et j'ai compris que la voie, elle était à cet endroit-là. Et je pense que l'équilibre que j'ai, c'est parce que j'ai toujours été comme mon père et comme ma mère, j'ai choisi les choses. Des choses qui me convenaient dans les deux cultures. Et je n'ai pas eu la pression d'être plus dans une culture que dans une autre. Parce que j'avais cet héritage, on le porte, j'ai pas à en être fière ou à me dire non, faut pas que ça se monte, c'est mon héritage, c'est moi. Et cet héritage-là ne m'a pas bloquée. L'état d'esprit que mon père, ma mère nous a enseigné, cet état d'esprit-là, c'est vous pouvez faire vos propres choix. Et je pense que l'équilibre, il est là. Alors parfois, on se cherche beaucoup, mais moi, je suis à la place où je suis et je suis très bien où je suis. Et si après les gens ont effectivement des remarques ou des commentaires, je me dis toujours, mais ça, c'est pas mon problème, ça, c'est le leur. C'est à eux de comprendre pourquoi ils vont toujours me demander, mais c'est dingue, vous parlez super bien français. Et je leur réponds, mais comment est-ce que j'aurais pu parler un autre français puisque je suis issue du territoire? Comme vous le savez, messieurs, dames, l'accent n'est pas du tout génétique. C'est culturel. Donc, c'est pas à moi d'avoir des réflexions, c'est à eux de les avoir. Et c'est parce que j'ai cet équilibre et que je vois exactement comment les gens peuvent me percevoir parce que moi, j'ai eu l'esprit large, on m'a donné un esprit large de pensée. Mon père nous a toujours inculqué avec ma mère l'éducation, l'instruction, ça va vous ouvrir l'esprit, l'instruction aussi, la curiosité, aller vers les autres. Mais je sentais aussi chez eux une peur, parce que les autres, c'est une différence. Et chaque fois qu'on allait vers une culture qui était différente, nos parents avaient peur qu'on perde un peu du soninké, qu'on perde un peu nos racines. Mais ça, c'est le pari qu'ils ont fait. Ils l'ont gagné parce qu'on n'a rien perdu. On l'a enraciné, on le voyait tous les jours, et ça nous a permis d'aller aussi vers les autres sans aucun problème. Donc moi, ma place, elle est là, elle est très bien. Je suis hyper contente.
Et je ne changerai rien parce que oui, je parle français, je parle soniké, je parle d'autres langues, mais moi je sais très bien manger aussi avec la main. Voilà, parfois j'ai envie de mettre un cala sur ma tête, parfois c'est plus urbain. Enfin, pour moi, je suis ce mélange constamment, et ça me donne une ouverture sur le monde où je me dis bon alors je sais pas où je vais, mais ça va bien se passer. Et ça, je trouve que c'est formidable. Vraiment, et j'en suis très contente. Tu peux l'être. Là, avec tout cela, ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, c'est un combat à mener, évidemment. Est-ce que on peut aujourd'hui se dire que on est arrivé à un stade où l'Afrique a besoin d'un véritable réveil, d'un véritable sursaut avec ton film langue maternelle. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, si on souhaite le voir, où est-ce qu'on peut le voir déjà? Alors, première grande nouvelle pour nous, c'est que le film va être diffusé à partir du 20 octobre sur Canal+ Afrique, donc Canal Première, et le Canal Première. Pour l'instant, nous, on continue encore les festivals. Donc, moi, je t'indiquerai, Aska, les prochaines dates de festivals en région parisienne et en province où les gens pourront venir voir le film sur grand écran. Et voilà. Et puis, on espère ensuite, pour la suite du film, d'autres choses. Mais là, pour le court-métrage, on a maintenant quand même Canal+ Afrique qui va diffuser à partir du 20 octobre. Donc, voilà, ça s'est lancé. On a une date. On a une date, on est super content parce qu'on attendait aussi cette date et on va pouvoir communiquer sur ça. Et puis bien sûr les festivals, donc je t'indiquerai les dates. J'ai eu également l'opportunité de voir le vendredi 3 octobre dernier, parce que là, on parlait de notre situation et on faisait un peu le bilan de où nous en étions, nous, diasporiques, afro-descendants. J'ai assisté à une conférence intitulée Sarah Goulet, We Talk. Le titre du thème, c'était Récits de nos mères, Mémoire de demain. Oui. Et sur le plateau, il y avait franchement un plateau, mais vraiment majestueux. Maïram Guissé notamment. Comment Maïram Guissé, tout à fait, réalisatrice du documentaire La vie de ma mère. Exactement. Il y avait également Aya Sissoko, qui est une écrivaine et ancienne boxeuse, qui a écrit un livre intitulé Mba, donc, je veux dire ma mère en bambara. Il y avait également une formidable dame, Mama Kandia, qui nous a raconté son arrivée en France avec toutes ses péripéties. Franchement, c'est une femme formidable, il n'y a pas d'autre mot. Et sur ce plateau, il y avait un homme, Bala Fofana, qui a écrit un ouvrage intitulé La prophétie de Dali. Oui. Et tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de notre situation, en tout cas des éléments sur l'échiquier qui compliquent la construction identitaire, l'évolution et la construction de soi, on se rend compte que par-ci et par-là, il y a quand même des initiatives qui sont malheureusement pas assez connues. Ton œuvre en est une, mais quand on voit toutes ces nouvelles initiatives, toutes ces forces vives, qui permettent de créer de l'émulsion, et franchement, on vous en remercie. Quand on vous voit sur des plateaux et des podiums et partir en Irak, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, alors, je dis pas que l'idée c'est de porter les couleurs de l'Afrique, c'est de juste raconter notre mémoire, notre histoire. Déjà, nous, ça nous remplit de fierté, mais surtout, vous nous mettez à l'honneur et vous nous faites comprendre au monde que oui, nos récits également sont universels. Et tu l'as dit tout à l'heure. Absolument. Et là, j'essaie de me souvenir du nom de cette réalisatrice. Je crois qu'elle s'appelle Nancy. J'oublie son nom et j'espère qu'elle va m'en excuser. Qui avait dit à propos de Nina Simone, souvent la femme blanche oublie ce qu'elle doit à la femme noire. Et c'était dans une interview, j'avais entendu ça, elle disait ça. Et sur le coup, ça m'a pas du tout interpellée. Et plus tard, des années plus tard, j'ai recoupé cette phrase avec une autre phrase que j'avais entendue de Toni Morrison, cette formidable autrice afro-américaine qui est décédée il y a maintenant un certain temps, et qui disait un homme noir va se comparer souvent à un homme blanc.
une femme noire peut se comparer à une femme blanche. Mais très souvent quand même, et c'était son propos, j'avais trouvé ça tellement fort, vous prenez Beyoncé, vous prenez Rihanna, et c'était ça l'exemple qu'elle avait donné, et là vous vous rendez compte que tout le monde se réfère à la femme noire. Et que là, il n'y a pas d'homme, de femme, de couleur. Une femme noire porte en elle une sorte de force et d'universalité qui fait qu'en fait, qu'on soit blanc, noir, homme ou femme, on va regarder ces femmes parce qu'elles imposent quelque chose qui est tellement ancré, qui est tellement vrai, qui est tellement authentique que c'est impossible d'y résister. Et je pense qu'il y a quelque chose dans les figures de nos mères, dans les figures de nos tantes, dans les figures de ces femmes africaines, vues par l'Occident, mais vues par nous-mêmes, par nous en tant que diaspora, nous en tant que peuple africain. Nous sommes au centre. C'est-à-dire que une femme qui n'est pas dans un village, le village, il fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais une femme qui n'est pas dans la vie, une femme noire qui n'est pas dans la vie simplement d'une communauté, ça ne fonctionne pas. Et ces femmes, oui, on a des rôles dans les villages, les rôles sont encore très, très définis pour les femmes. Il y a des choses qui vont changer. Mais ce sont les femmes qui portent aussi le moteur de l'avancée des choses. Moi, je me souviens des Mama Benz, quand on parlait des Mama Benz, mais ces femmes à qui on avait donné, je crois, je sais plus, c'était sur quelle aide, ou je sais plus, mais elles avaient du microcrédit, elles pouvaient donc faire fonctionner une petite entreprise. Mais les Mama Benz, elles ont lancé le moteur de toutes ces femmes auto-entrepreneuses. Quand les femmes démarrent, quand elles commencent, quand on leur donne ces opportunités-là, mais elles créent tout un monde parce qu'elles pensent à la famille, elles pensent au petit dernier, elles pensent à l'électricité qu'il faudrait implanter dans le village. Je pense à ce fameux documentaire qui était génial, La Lumière des femmes, tourné au Sénégal, où on a une association sénégalaise qui va dans les villages les plus reculés et qui va former uniquement des femmes villageoises à l'électricité pour qu'elles puissent elles-mêmes implanter dans les villages l'électricité. Et cette femme dont la camionnette donc qui passe dans ces villages sait qu'il y a cette camionnette qui va passer, elle sait que ça va pas passer dans son village, mais elle se met sur la route, elle arrête la camionnette, elle dit moi j'en ai besoin dans mon village, parce que quand les gamins sont malades, on a des problèmes, c'est trop long. Et ces femmes vont à la capitale, elles vont apprendre comment mettre l'électricité dans leur village, elles rentrent au village après des mois de formation, et ça change tout. Et c'est ça la force d'une femme. Les lumières des femmes, la force d'une femme, c'est incroyable, incroyable. Et elles peuvent être avec les hommes à côté et ils avancent ensemble et là, on crée des mondes totalement nouveaux. Et tu disais tout à l'heure, est-ce que l'Afrique est en sursaut en réveil? Mais l'Afrique, elle a été en sursaut en réveil depuis longtemps. Sauf que maintenant, elle prend son destin. Sauf que maintenant, elle se légitimise. Elle n'attend plus que d'autres puissances lui disent, tu peux. Là, tu peux pas. Maintenant, c'est non. On va écrire une nouvelle page. On est légitime chez nous et on va faire à notre façon. Peut-être qu'il y aura des bugs, peut-être qu'il y aura des erreurs, mais cette façon de se dire, on récupère la légitimité, on est souverain chez nous, c'est tout à fait normal. Personne ne peut reprocher à n'importe qui de dire, oui, mais t'es chez toi et tu fais comme si t'étais chez toi. Bah oui, en fait, c'est ça qui est normal. Je suis chez moi et je fais comme si j'étais chez moi et j'agis avec ma culture et mon environnement. Et les femmes sont un vecteur de puissance tellement fort. Et c'est pour ça que je suis tellement contente qu'aujourd'hui, il y a des réalisatrices qui soient afrodescendantes. Il y a Maïmouna Doucouré, il y a Maïra Nguissé. Et les récits de ces femmes portent à l'universel. Et quand on regarde les récits, on se dit, mais c'est incroyable, tout le monde s'y reconnaît. Peu importe la culture, peu importe la couleur, on comprend tout ce qui se passe sur l'écran. Parce qu'on arrive avec une façon de raconter et un regard sur le monde qui va toucher aussi à l'universel. Parce qu'en plus, nous sommes des femmes. Et je pense que c'est ça la force qu'on a aujourd'hui. Et j'espère que tellement d'autres vont arriver et qui sont là et qui vont aussi raconter des histoires. Parce que moi, quand j'ai fait ma présentation, tu vois, par exemple, à Bordeaux, au FIFIB, juste là, je viens de rentrer, j'ai fait ma présentation pour le long métrage. Mais écoute, Askia, c'est exactement ce que je te raconte. Les gens n'étaient même pas au courant de cette histoire. Et pourtant, ils n'étaient pas au courant, ils ne se sont même pas rendus compte que certaines familles vivaient comme ça, que ça avait provoqué le fait de dire vous ne parlez plus à votre enfant votre langue maternelle, ça avait provoqué des situations dramatiques dans les familles. Ils n'étaient pas au courant. Et je leur ai bien dit, c'est une histoire française, c'est une histoire universelle. Et ils sont tous d'accord. Mais tu vois,
on est au moment où ces histoires, les gens commencent à les entendre, ils ont une curiosité authentique, ils veulent les entendre. Et je me dis, mais les petites sœurs qui sont derrière, si nous, les grandes sœurs qui sommes devant, on arrive à ouvrir ces portes et à enfin raconter nos histoires, qui sont des histoires aussi françaises, mais mon Dieu, le panel de nouvelles histoires qui vont arriver en France, qui sont des histoires non entendues, là, on a quelque chose. Et j'encourage tous, vous avez la capacité. Ne vous laissez pas bloquer par oui, mais tu sais, moi et le cinéma, moi, il n'y a personne dans ma famille. Soyez le premier et ça sera très bien. Vous serez accompagné. Toquez à ma porte, venez me voir, qu'on échange. Maintenant, on commence à être là et on commence à raconter nos histoires. Il faut pas qu'on lâche. Il faut pas qu'on lâche. Donc vraiment, j'encourage tout le monde, tous, autant que vous êtes. Si vous avez des choses à raconter, allez-y. Racontez parce que on a la capacité, la légitimité pour le raconter. On a des histoires de dingue qui ne sont pas connues. Il est temps qu'on les raconte. Tu nous donnes une force que tu ne soupçonnes pas. Non, mais honnêtement, il n'y a pas d'autre chose à dire que allons-y. 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 Il y a aujourd'hui, et malheureusement ils sont pas encore tous connus, des écrivains, des écrivaines, des réalisatrices, des actrices, tous ces artistes, hein, et toutes ces personnes qui souhaitent être eux-mêmes au même titre que n'importe quelle autre personne. Absolument. Et il s'agit de tous les mettre à l'honneur pour que notre histoire, qui fait déjà partie du monde, Oui. Que ça soit officiel, Oui. que ça le devienne. Et on a tous besoin de cela, mais il n'y a pas ces réussites ne seront médiatisées, ne seront pas médiatisées sans le travail. Donc, absolument. Que le combat continue. Absolument. En tout cas, nous, Djelia, nous sommes prêts à accueillir toutes les personnes qui sont chargées d'histoire de mémoire et de résilience. Venez nous voir, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, parce que c'est exactement la génétique de ce podcast. C'est vraiment raconter, vulgariser un travail d'histoire, mais également de mémoire. Oui. Puisque l'un nourrit l'autre. Hein, absolument. C'est important de le rappeler. Et en tout cas, merci pour ce que tu merci, non, mais merci, Askia. Rends service. Tu répares certaines âmes, certainement, et tu nous redonnes de la force pour aller de l'avant. Et écoute, j'en suis ravie. Et je terminerai par cette dernière citation d'Oscar Wilde. Visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous finirez dans les étoiles. Donc, appuyons-nous les uns sur les autres. Nous sommes des forces vives. Appuyons-nous les uns sur les autres. Visons-la, la lune. On va la viser. Si on échoue, les autres sont là pour vous récupérer et vous remonter. On va tous viser la lune. Merci pour la force, Mariam. Franchement. Merci, Askia. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Djelia. Pensez à liker, commenter et partager. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia, 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 Djelia.